Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Phase S. Pour cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un super-héros dont voici un indice. Et pour cela, nous allons accueillir notre invité qui est Jean-Marc Deschamps. Allez, c'est parti! Superman est un personnage de la DC Comics créé en 1933 par Jerry Siegel et Joe Shuster. Il apparaît pour la première fois en 1938 dans la revue Action Comics. D'abord adapté dans des histoires à la radio, puis en dessin animé, il le sera ensuite en série TV. D'autres personnages de comics dans les années 60 et 70 furent adaptés à l'écran et ça donnait ceci. Le docteur David Banner, médecin et homme de science, cherchant à canaliser les forces occultes que recèle tout être humain, voit un jour la chimie de son organisme modifiée par une émission trop forte de rayons gamma. Depuis, lorsqu'il ressent une offense ou un choc émotionnel, une saisissante métamorphose s'opère. Bill Bixby dans L'incroyable Hulk. C'est en 1978 que sort Superman The Movie aux États-Unis et qui nous montre enfin une version crédible pour un super-héros. His name is Kal-El. He will call himself Clark Kent. But the world will know him as Superman. This year, Superman brings you the gift of flight. Superman, the movie. Et nous voici donc avec Jean-Marc Deschamps. Bonjour. Bonjour Caroline. Bah écoute, on va te poser quelques questions sur Superman, donc c'est ta spécialité, c'est ton domaine. Superman n'est pas spécialement ma spécialité, mais bon, je connais quand même l'affaire. Très bien, alors on va commencer déjà par le film Superman, le premier avec Christopher Reeve qui est sorti en 78 aux États-Unis. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer la genèse de ce long métrage, s'il te plaît? L'idée de faire Superman et de produire un Superman cinématographique est arrivée dans l'esprit de deux producteurs, père et fils, Ilya et Alexander Salkind. Et il y a aussi une intervention quand même d'un producteur français que un peu de personnes connaissent, hein, ou en tout cas que le public ne connaît pas spécialement, qui est Pierre Spengler, et qui à eux trois ont l'idée de produire un Superman au bout de tant d'années, et de faire un vrai Superman cinématographique avec de la qualité qu'il se doit.
Et par rapport à l'arrivée du réalisateur, c'est Richard Donner, c'est bien ça? Comment est-ce qu'il est arrivé dans le projet? Alors Richard Donner est arrivé sur le projet parce que à cette époque-là, à ce moment-là, il avait fait un film qui s'appelle La Malédiction, qui a eu beaucoup de succès, et les producteurs se sont, rapprochés de lui pour réaliser le film. Et le scénariste, alors je crois qu'il s'appelle Mario Puzo, c'est ça? Alors oui, effectivement, Mario Puzo c'était un scénariste qui a travaillé sur Le Parrain, et il a repris en fait déjà un scénario qui était déjà écrit, et il a modifié, il a édulcoré, il a enlevé, il a retiré tout ce qui était vraiment partie humoristique un petit peu trop développé, et il a recentré le scénario sur ce qu'on voit dans le film, hein, savoir l'existence des parents de Superman sur Krypton, son arrivée sur Terre, bien entendu. Il avait bien développé le côté, son rapport avec les parents adoptifs, et quand il devient après Superman. Donc Mario Puzo, effectivement, a permis de faire un scénario crédible et quelque chose de franchement parfait pour un film qui est censé représenter un super-héros volant et en collant. Toujours sur Superman, est-ce qu'on pourrait quelque part un petit peu le comparer à Star Wars, dans le sens où dans le genre super-héros, Superman a un petit peu imposé des codes et des techniques visuelles? Le film a été réalisé en Angleterre, hein, comme le premier Star Wars, comme les Star Wars en fait, la première trilogie. Et effectivement, Superman a imposé des codes. Alors il a imposé quelque chose qui est essentiel, c'est le côté en fait sérieux, avec un personnage qui l'est peut-être un petit peu moins, parce qu'un gars en collant qui vole, ça peut prêter à sourire. Mais dans les comics, il est sérieux quand même, non? Alors dans le comics, il est sérieux, effectivement, mais bon, on a vu jusqu'à présent que les super-héros étaient difficilement adaptables au cinéma et à la télévision. On a eu des exemples comme par exemple Spider-Man, la série qui nous avait été diffusée, en tout cas pour des téléfilms qui avaient été diffusés au cinéma, mais vu la faiblesse des effets spéciaux, les scénarios, on peut le dire aussi, trouvaient toujours un peu le moyen de faire de l'humour et de passer à côté du fait que Superman, c'est quand même une super baraque et qui est capable d'accomplir des actions extraordinaires. Avec ce Superman-là cinématographique de 78, soudain, le scénario va très bien, les producteurs sont hyper sérieux, le personnage est traité de façon très très sérieuse, on trouve un gars pour l'incarner de façon très sérieuse, et puis surtout on trouve des effets spéciaux, on réussit à mettre au point des effets spéciaux qui permettent de crédibiliser le vol de Superman. Oui, ça faisait pas ridicule de le voir voler en fait, c'était réussi à l'époque en tout cas. Oui, c'est ça, c'était absolument réussi, c'était la première fois que l'on voyait un super-héros voler de façon aussi crédible. Alors aujourd'hui, les yeux affûtés des spectateurs et notre habitude, non, on ne compare surtout pas, mais c'est vrai qu'avec les images de synthèse d'aujourd'hui, on est capable de réaliser des prouesses tout bonnement extraordinaires et des choses qui étaient impossibles à l'époque. Mais en 78, faire voler un gars en collant de façon aussi crédible, c'était vraiment une prouesse. Donc on est d'accord que ce film, c'est un peu un film référence pour les super-héros? Ah oui, absolument, Superman, c'est un des summums du genre. Parce qu'il a été traité de façon sérieuse. Je le répète, il a été traité de façon sérieuse, un peu comme alors il y a eu un avant et après Superman, et puis le deuxième super-héros à avoir été traité de façon vraiment sérieuse, c'est le Batman de Tim Burton, et qui a donné une référence au niveau des super-héros. Alors là, le Batman de Tim Burton n'arrivait plus non plus en collant, comme on l'avait vu dans la série des années 60. Hein. Pow pow pow. Absolument. Et là, ce Batman-là était costumé dans une armure. Enfin, il portait une armure. Et on avait vraiment les prémices des super-héros, sérieux. Chose qu'on va voir en 2002 avec les X-Men, puisque les X-Men arrivent non plus habillés en collant, mais ils ont des tenues vraiment très, qui avec de la vraie matière, quoi. Matière, etc. Et on sent qu'effectivement, là, ils sont parés pour combattre le crime.
D'accord, alors juste, je reviens vite fait donc, sur les effets spéciaux, les techniques utilisées dans Superman, dans le premier film. Donc, est-ce que, d'un point de vue plus technique, tu pourrais nous en parler? Alors, il y a forcément du fond vert dans l'histoire, il y a a priori aussi des effets de câbles, j'imagine que c'est pour quand on vole. Et il y a un slogan bien connu, vous croirez qu'un homme peut voler. Alors, pour les effets spéciaux de Superman, c'était pas joué parce qu'en fait il fallait accrocher un gars au bout de câble. Il portait un corset. Et alors d'abord, avant de trouver Superman, celui qui allait incarner Superman, Christopher Reeve, on avait auditionné pas mal de personnes. Et Superman, enfin en tout cas Christopher Reeve, était fait pour incarner Superman parce qu'il avait une attitude lorsqu'il était accroché pour faire des scènes de vol. Il se tenait de façon tout raide et en fait il le transmettait. Du coup ça passait bien, quoi. L'illusion en fait qu'il volait, qu'il fendait l'atmosphère et qu'il fendait l'air, effectivement. Oui, alors il était tout raide. Alors que d'autres, on voit sur le tournage de l'époque, lorsqu'on les producteurs ont fait leurs essais, que les comédiens qui avaient été envisagés pour incarner Superman recroquevillaient la jambe. Enfin, ils avaient une façon de voler qui n'était pas du tout crédible. Christopher Reeve, lui, est arrivé, il a imposé une technique, une allure, une fière allure, et c'est devenu Superman. Alors, comment ont été tournées les scènes? Il y a eu plusieurs moyens, bien entendu les câbles. Hein. Fond vert? Alors non, à l'époque c'était le fond bleu pardon. C'était pas. Il y a marqué green screen. Ah mais c'est faux, c'est un blue screen. C'est vrai, c'était bleu? Blue screen. C'est encore utilisé aujourd'hui là, le bleu. Le blue screen est encore utilisé, mais le vert est plus approprié dans la mesure où il a une tonalité par rapport à la peau humaine qui tranche un petit peu plus, et l'intégration permet d'être un petit peu mieux réalisé. Mais alors effectivement, Christopher Reeve avait un corset. Et puis il était trimballé au bout d'un câble. Alors quand on l'envoie atterrir et décoller, c'est une grue qui l'emporte. Mais la force du film, c'était de développer une technique qui s'appelle le Zoptic. Alors Zoptic, c'est Zoran Perisic qui a mis au point cette technique-là. Alors bien entendu, il n'était pas le seul. Hein. En quoi ça consiste là? Je suis curieuse. Alors c'était une technique qui permettait à la fois de jouer sur la caméra qui filmait le comédien en faisant des zooms arrière, des zooms avant, etc. Elle pouvait tilter, elle pouvait panoter, enfin elle était montée sur un énorme système électrique, un gros bazar. Donc la caméra, il y avait un système de caméra et cette caméra-là, avec le zoom, etc., était relié à un projecteur, et ce projecteur-là était complètement synchrone avec la caméra, et ce qui avait permis de réaliser par exemple des zooms sur le comédien et de faire donc un zoom avant par exemple sur le comédien et de faire un zoom arrière sur le décor qui était filmé à part, et ça donnait l'impression que Superman se détachait de l'image et qu'il allait fendre carrément l'écran. Voilà, ça c'est la force du film, parce que jusqu'à présent les comédiens étaient filmés devant un écran mais c'était figé. Et le comédien lui-même dans son jeu était figé. Là, pour le coup, pour Superman, grâce à ce procédé-là, on a eu l'impression effectivement que Superman volait de ses propres ailes. Moi je me souviens quand j'étais enfant, il y avait un magazine qui était sorti avec des photos de comment ça se passait, un peu making of et tout. Et je me souviens d'une photo en particulier qui m'avait marqué. Comment j'ai pu acheter ce magazine étant enfant, où en fait Superman était posé sur une planche de bois. Et en fait c'était Superman filmé de face comme ça, donc en fait on ne voyait que un bout de son torse, son poing et son visage, et en fait c'était apparemment une des techniques pour faire genre il vole, mais genre à plat. Mais du coup, et j'étais impressionnée, je me disais oh mon dieu, parce que j'étais petite, hein, j'étais là, c'est dingue les effets spéciaux. C'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser un peu plus du coup. Tu as acheté le magazine parce que tu aimes les hommes en collant, c'est ça? Mais non, justement, c'est ce que je disais, je ne comprends pas pourquoi j'avais ce magazine dans les mains. Mais c'est vrai que Christopher Reeve et puis d'autres puis qui volent, il y a eu les méchants dans Superman 2, je pense qu'on va l'aborder, avaient été placés également sur une sorte de table, et la cape était suspendue à des fils. Il y avait également un ventilateur qui permettait de souffler le ventre, etc. Donc il y a des moments où effectivement Christopher Reeve était allongé carrément sur une table et il faisait semblant de voler, quoi. La magie du cinéma. J'imagine trop être sur une table et faire
Mais tout le monde a fait ça, hein. Ah ouais, J'ai ouais. fait ça, je pense, enfant. moi. Mais tout le monde, moi je l'ai fait sur une chaise roulante, hein. Enfin. En plus, mon fils, il a un pyjama Superman, il a la cape avec. Hein. Il y a une cape sur le pyjama. Les gens, franchement, les boîtes, elles font bien les trucs. Hein. Franchement, ça donne l'illusion. Ah, mais je montrerai le mien après. Ah non. Pas tout de suite, c'est pas fini. T'envoles pas maintenant. Oui, on va parler de quelque chose d'un petit peu moins drôle peut-être. C'est par rapport à Marlon Brando qui donc a joué dans Superman 1 pas longtemps, hein, si j'ai bien compris, mais alors il a été payé une folie. Et il y a aussi Gene Hackman donc, qui a joué dans ce film, donc c'est deux grands noms très connus, alors que lui, Christopher Reeve, ne l'était pas tellement puisqu'il a été révélé grâce à Superman. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça déjà, donc du fait que Marlon Brando et Gene Hackman ont été payés des sommes astronomiques, surtout Marlon Brando a priori, et puis peut-être de l'entraînement qu'a dû subir Christopher Reeve pour devenir Superman, parce qu'on ne devient pas Superman juste comme ça. Non, il faut des super pouvoirs ou alors vraiment être un extraterrestre. Alors dans le cas de Marlon Brando, c'était une star depuis de très nombreuses années et Marlon Brando était comme Gene Hackman, qui sont des comédiens extraordinaires. Enfin en tout cas, Gene Hackman est toujours vivant et bien heureusement. Gene Hackman qui est connu pour ses prestations, en particulier dans un film qui est tout bonnement extraordinaire, qui est French Connection. Et donc il fallait pour crédibiliser la production, et il y avait un budget quand même qui était conséquent. Il y avait, je ne sais plus si c'est entre 30 ou 55 millions de dollars de l'époque. C'était énorme, c'était vraiment énorme. Et alors donc pour que les producteurs, ou en tout cas pour que tout le système puisse se mettre en marche, il fallait des têtes d'affiche. Et Christopher Reeve, avant qu'il ne soit choisi, il fallait donc qu'il y ait ces fameuses têtes d'affiche qui crédibilisent la production. Et on a porté Marlon Brando. Alors Marlon Brando, lui, il a été choisi parce que c'est Marlon Brando, voilà. Et alors lui, il n'a tourné qu'environ une dizaine de minutes, hein. Enfin en tout cas il a tourné sur quelques jours, mais pour les quelques jours qu'il a tourné, on dit qu'il a reçu une somme faramineuse de presque 4 millions de dollars. Voilà. Je veux faire comme travail Marlon Brando, s'il vous plaît. On l'a laissé improviser, puisque a priori lorsqu'il joue le père de Superman, en fait c'est Jor-El et Papa de Krypton, c'est ça, le papa sur Krypton. On l'a laissé improviser et a priori il y a eu des phrases, en tout cas son dialogue avait été écrit sur les couches du bébé et qu'on ne voit pas bien entendu dans les plans. Voilà. Bravo, merveilleux. Et donc, ah oui, l'entraînement, par rapport à l'entraînement qu'a subi Christopher Reeve avec apparemment Dave Prowse, qu'on connaît pour être Dark Vador, voilà le Dark Vador de la trilogie, de l'ancienne trilogie, en tout cas de la première trilogie. Dave Prowse qui était une baraque et qui... il lui a appris à soulever des haltères, parce que quand Christopher Reeve est arrivé sur le tournage, alors il avait été casté par Richard Donner et il a bien vu que Christopher Reeve 1m92, 1m93, donc un joli gabarit, mais en fait il était très très maigre, enfin en tout cas très très mince, et pour incarner Superman qui est une masse de muscles, il fallait quand même qu'il prenne du poids, et c'est ce qui est arrivé. Il a donc Dave Prowse l'a entraîné dans sa salle, il a pris de la masse musculaire, et les scènes qui avaient été tournées avec Christopher Reeve quand il est arrivé en début de production ont été retournées, parce qu'en fait on s'est aperçu que Entre-temps, il a pris de la masse musculaire. Et qu'il y avait un problème de montage et alors donc on a retourné toutes ces scènes là. Ouais, absolument, ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais Christopher Reeve là, il portait une perruque à l'époque. Quand il incarne, il incarne Clark Kent, ses cheveux noirs ne sont pas ses vrais cheveux. Il avait une perruque, une fausse perruque, pour mieux mettre en valeur sa chevelure lorsqu'il devient Superman. Merci pour toutes ces informations. En 1980, Superman 2 sort en assurant une continuité ainsi qu'un nouveau succès à ce super-héros kryptonien aux bottes rouges et aux cheveux noirs. Superman 2. The adventure continues with the three villains from Krypton. Each one with the same powers as Superman. Each one dedicated to violence against mankind. Think of it.
3 supervillains. Or 4 if you count him twice. The adventure continues in Paris with Lois Lane. I believe this is your floor. Alors on va parler maintenant un petit peu de Superman 1 et 2, puisqu'en fait ils ont été tournés en même temps. Et ça, je trouve que c'est très bien. Et puis après, Richard Donner, en fait, il s'est fait éjecter du projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des anecdotes qu'il y a eu autour de ça? Alors a priori, le vent avait tourné un petit peu à son désavantage pour Richard Donner. On a préféré parce que Richard Lester, qui est le réalisateur de Superman numéro 2, là où il y a les méchants qui se font des bassins, etc. Il avait déjà participé au premier film. Il avait été écarté de la réalisation au profit de Richard Donner, comme j'ai dit, qui avait fait un film à succès qui s'appelle La Malédiction. Et puis il y a eu des dissensions au niveau du scénario, de la façon de traiter le personnage, et donc Richard Donner a été écarté au profit de Lester, et qui lui avait plutôt tendance à faire un film un peu plus léger, avec beaucoup plus d'humour, qui ne plaisait pas spécialement à Donner. Mais bon, Superman 2 a été réalisé à l'époque. Ça avait été donné pour être réalisé par Richard Lester, mais a priori on donne le chiffre de 75% de tournage du Superman 2 déjà réalisé au moment de Superman 1, parce que le 1 et le 2, pour faire que la production coûte moins cher, le premier et le deuxième film avaient été tournés quasiment en même temps. Donc dans Superman 2, il y a quasiment 75%, 70% de scènes réalisées déjà par Richard Donner. Et Richard Donner a eu gain de cause auprès de la production, puisqu'on lui a permis de remonter le film comme il le voulait, et il y a eu donc une édition spéciale Director's Cut Richard Donner de Superman 2. D'accord, c'est excellent. Et il y a eu un coup de gueule aussi, non? Margot Kidder. Margot Kidder, qui effectivement, quand elle a vu que Richard Donner, avec qui elle s'est très très bien entendue, comme toute l'équipe à l'époque, comme Richard Donner donc a été écarté, il y a eu quelques petits mots, et puis elle a bien vu que son personnage aussi commençait à être un petit peu modifié, et elle a essayé de faire le forcing, mais bon. Voilà, ça s'est pas très très bien passé pour toute l'équipe, et on le voit même dans le 3 par exemple, Superman 3, où là carrément le rôle de Lois Lane a un petit peu disparu, même beaucoup. Et Margot jouait Lois Lane dans les films. Lois Lane effectivement, et tout simplement c'est parce que c'est des problèmes internes avec la production, hein, à tel point que Christopher Reeve lui aussi a poussé son coup de gueule. Justement pour avoir une supervision du scénario, parce qu'il avait bien vu quand même qu'avec Lester c'était pas trop ça, quoi. On commençait à faire un petit peu un Superman d'opérette, c'est-à-dire qu'un gars avec des actions tournées avec beaucoup d'humour, justement dans le 3 avec Richard Pryor qui joue le rôle principal d'un Gus qui s'appelle Gus Gorman, justement, où c'est un génie de l'informatique. Le film débute avec des scènes de cascades, des scènes rocambolesques, beaucoup d'humour, et ce qui dépareille totalement avec les Superman qu'on avait vus jusqu'à présent. D'accord. Merci. On va faire une petite pause. Parapluie. Superman 3 sort en 1983. Le succès n'est plus au rendez-vous et la franchise se dégrade. This time, Richard Pryor has come to Metropolis. Oh, I'm sorry. Well, what will it do for me? It will do anything you tell me to tell it to do. A machine so powerful. Baby! And reprogram Superman. Thought you'd never get here. Well, I hope you don't expect me to save you, because I don't do that anymore. Nous voici de retour après cet épisode pluvieux. Dans un petit café, on est bien au sec, hein Jean-Marc? C'est mieux? Oh mon Dieu, on voit ses yeux. Oui, oh, mon identité est révélée. Ah mince, ah. C'était bien gardé secret avec tes petites... Parce que moi je me voyais en fait en reflet dans ces lunettes tout le temps de l'interview. Bah maintenant je me verrai plus.
C'était des lunettes à rayon X. J'ai cru dire c'était des miroirs pour toi. On va continuer cette interview où on en était resté à donc une question qui va aller très très vite en fait puisque ça concerne tous les autres Superman qui sont vachement moins intéressants en fait que les deux premiers puisqu'on va parler du 3, du 4, de Superman Returns ainsi que de Man of Steel. Alors Caroline, tu vois, je vais te répondre vraiment très sincèrement. Le 3 et le 4 sont de la merde. On dirait Lex Luthor qui a de l'humour. Alors... Non, Lex Luthor a de l'humour en fait en vrai. Il y a de l'humour Lex Luthor, ouais, beaucoup d'humour, surtout joué par Gene Hackman. Excellent Gene Hackman. Il est fort. Alors il est très très fort et comme le café. Effectivement, je crois que je vais pas dormir cette nuit. Alors Superman 3 et 4 sont un petit peu des laissés pour compte. Déjà dans l'histoire du 3. Où comment dire, il y a Gus Gorman là qui intervient, qui est un génie de l'informatique et qui essaie qui est un peu comment dire manipulé et on essaye de voler une banque. Mais bon, déjà là au niveau de la réalisation, au niveau du scénario, c'est quand même pas vraiment terrible. Il y a eu des dissensions au sein de l'équipe, au sein même des comédiens. Bon, le 3. C'est bof. Superman 4, le dernier opus avec Christopher Reeve, débarque en 87. Le succès n'est pas au rendez-vous et la franchise s'arrêtera là. Against the threat of nuclear war is Superman. I'm going to do what our governments have been unwilling or unable to do. Effective immediately, I'm going to rid our planet of all nuclear weapons. The greatest threat to Superman is Lex Luthor. Smarter than I thought. We can make the world safe for war profits. He's created the ultimate weapon to annihilate. Le 4, c'est encore plus bof parce que... Méga bof. Alors c'est méga bof parce que d'abord il n'y a plus les mêmes producteurs. Et qu'effectivement que Ilya et Alexander Salkind ont revendu leurs droits. Et que d'un point de vue scénario, franchement ça volait assez bas. Et puis il y a eu une restriction du budget. Et tout ceci a contribué à faire dans Superman 4 une non-réussite. Bien que Christopher Reeve a eu quand même la possibilité de superviser le scénario, mais bon, le mal a été fait, il n'y avait plus assez d'argent pour faire quelque chose de très très correct, parce que pour faire que Superman soit bien, il y avait des effets spéciaux, etc., etc. Donc le 3 et le 4 sont pour moi à oublier, bien que pour le 4 on a le retour de Lex Luthor joué par Gene Hackman, ce qui n'est pas, comment dire, rien, mais bon, même non, voilà. Entre-temps, en 1984 sort Supergirl, mais une fois de plus, le succès ne sera pas là. Who is she? You know, I think I recognize the costume. The question remains, just who on earth are you? On Earth, I'm Lee. Linda Lee. Il faudra attendre près de 20 ans, en 2006, pour revoir Superman sur le grand écran avec Superman Returns de Bryan Singer, avec dans le rôle principal Brandon Routh. Bring it on! Now fly. Après tu me parles de Superman Returns, effectivement là le réalisateur alors Fincher il a voulu rendre hommage au Superman de son enfance et au Superman tout court avec un S majuscule de 78 et il a réalisé un film qui est pas mal, on va dire. Le seul défaut, il en a des défauts, hein, c'est d'avoir choisi un comédien qui rappelle Christopher Reeve, c'est Brandon Routh, mais qui n'a pas le charisme de Christopher Reeve. Il est totalement absent et c'est dommage parce qu'en fait tout le film repose sur Superman et c'est bien malheureux. En revanche,
je dirais le génie du film, dans tous les sens du terme, c'est quand même la présence de Kevin Spacey dans le rôle de Lex Luthor. Et là, pour le coup, autant le Lex Luthor joué par Gene Hackman était un facétieux, là, avec beaucoup d'humour, là, avec Kevin Spacey, on a un Lex Luthor qui est extraordinaire. Parce que on sent que derrière le génie du crime, il y a le génie du mal. Et lorsque Lex Luthor frappe Superman à terre parce qu'il est atteint de la kryptonite, où il a ses pouvoirs diminués à cause de cette pierre qui vient de son pays, hein, de son monde, on voit derrière ce génie du crime effectivement poindre un être du mal, et je trouve que la composition de Kevin Spacey était extraordinaire, au point même de surpasser ce qu'a pu faire Gene Hackman à l'époque. Mais c'est deux époques différentes, bien entendu. Voilà. C'est en 2013 que sort le reboot Man of Steel de Zack Snyder, avec dans le rôle principal Henry Cavill, et par la même occasion on lance le nouvel univers de DC Comics. Goodbye, my son. Our hopes and dreams travel with you. He'll be an outcast. I'll kill him. How? He'll be a god to them. What if a child dreamed of becoming something other than what society had intended? What if a child aspired to something greater? It really was. They'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about Excuse me. Alors concernant le Man of Steel, oui. Un beau comédien avec Henry Cavill qui joue Clark Kent et qui fait Superman, qui est un Superman crédible. Pour moi, le défaut du film, c'est pas tant dans le scénario, c'est surtout dans la façon d'aborder d'abord le monde de Krypton. Où on voit le père de Kal-El, donc Jor-El, joué par Russell Crowe, à un moment donné chevaucher une sorte de dragon. On est dans l'heroic fantasy, on n'est plus dans la science-fiction. Là c'était un petit peu trop abusé. Trop poussé. Et puis on montre un monde qui est censé être extraterrestre, et on le montre tellement et d'une façon tellement bizarre que ça ne va pas du tout avec le thème de Superman, hein. C'est de l'heroic fantasy. Et puis il y a une scène de baston qui est interminable à la fin du film, et grâce aux images de synthèse, grâce à l'imagerie synthétique, aujourd'hui les artistes et les techniciens et puis les réalisateurs peuvent donner corps à des mondes fabuleux, mais malheureusement cette facilité entre guillemets permet aussi de se fourvoyer dans des scènes longuettes, et cette scène de baston est trop longue, trop ostentatoire pour vraiment faire que le film devienne soit intéressant. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. En 2016, Superman vs Batman finit d'asseoir le succès du héros à la cape rouge et lance l'univers étendu de DC Comics. Today is a day for truth. The world needs to know what happened. The turn's good, man. it's all some people have. It's all that gives them hope. People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. You're gonna go to war. He is not our enemy.
black and blue. God versus man. Day versus night. The red capes are coming. The red capes are coming. Écoute, on parlait des films. Voilà, il y a eu apparemment à un moment donné une petite rumeur comme quoi Tim Burton voulait faire son Superman avec Nicolas Cage en vedette. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors c'est plus qu'une rumeur puisqu'il y a eu des essais. Il y a eu des photos qui traînent sur le net. Hein. Même une vidéo. Une vidéo! Oui, on montre notre ami Nicolas Cage enfilant son costume, son juste corps. Et alors, je sais que beaucoup, ils sont nombreux qui décrit le comédien Nicolas Cage dans sa façon de jouer. Mais j'estime que c'est un excellent comédien avec une présence indéniable. Et je pense que le Superman de Tim Burton aurait pu être un Superman à l'image du premier Batman de 1989. Autant on avait décrié à l'époque la présence de Michael Keaton en tant que Bruce Wayne parce qu'il n'a pas le physique. Ça je suis d'accord. Hein. Mais oui, mais pourtant il a une présence. C'est vrai. Il a un regard et Nicolas Cage sait jouer aussi des êtres déjantés. Mais je l'aurais trop vu le faire, moi. Je l'aurais trop vu le faire. Pour moi, il aurait été un... Tim, fais-le. Ne nous écoute pas, fais-le. Oui, Tim Burton, s'il te plaît, fais-nous un Superman. Là, pour le coup, on aurait eu une autre vision de Superman, qui aurait été réellement une vision fantasmagorique de Tim Burton. Mais non seulement il y aurait eu cette vision-là, mais que Nicolas Cage avait quand même le physique, ou avait le physique parce que ça remonte quand même à presque 20 ans je crois, il aurait eu quand même le physique d'incarner un Superman assez crédible. Fais-le quand même, si c'était il y a longtemps le projet. Ensuite on va parler des musiques. Parce qu'il y a quand même un thème musical Voilà, c'est le thème musical, le thème de Superman. Il est hyper marquant, hyper reconnaissable d'ailleurs. Un peu comme Star Wars, hein, finalement, ça leur fait beaucoup de points communs. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Qu'est-ce que tu penses est-ce que la musique a apporté une crédibilité supplémentaire au film? Alors, je ne sais pas si elle apporte de la crédibilité. En tout cas, elle a apporté une dimension cinématographique indéniable. John Williams a signé une des plus belles compositions pour un film. John Williams qui a débuté longtemps sa carrière, hein, mais il a commencé vraiment à être connu avec sa collaboration avec George Lucas sur Star Wars, précédemment avec Spielberg pour Les Dents de la Mer, et puis soudain on lui demande de signer le score de Superman, et là pour le coup ça a été un coup de génie, puisque tout le monde connaît le thème de Superman, et pour moi je retiendrai deux thèmes principaux dans le Superman. Bien entendu, le générique qui est interminable. Alors j'ai une anecdote justement à ce sujet-là, c'est que un ami qui est allé le voir avec son père, le générique était tellement long que son père s'est endormi au bout de quelques minutes du générique. Voilà. Alors que le film est à ce point extraordinaire. Quand même. Bon. Donc je disais que il y a vraiment deux thèmes dans Superman, dans le film, qui sont absolument magiques pour moi, bien entendu, hein, puisque j'en suis interviewé, donc je donne mon avis. Tu as le droit, hein, tu es là pour ça. Et je ne vais pas me le refuser. C'est d'abord le thème de Superman. Tout bonnement, mais fabuleux. Et puis un thème que je porte dans mon cœur, qui est le thème de Krypton. Puisqu'une fois que le générique s'est terminé, on est dans l'espace, et la musique, là on a le thème de Krypton, puisqu'on arrive sur la planète d'origine de Superman de Kal-El, et on montre, au fur et à mesure, il y a la planète apparaît, la planète Krypton apparaît, et elle est accompagnée d'une musique qui est pour moi m'arrache les tripes, qui me fait vraiment les poils se hérissent, et là pour le coup John Williams a vraiment eu ce coup de génie, puisque là on pénètre directement dans son univers qui est extraterrestre,
Et justement, la musique, on sent qu'on va nous montrer quelque chose que l'humain ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'on effleure à peine Krypton. On découvre à peine le monde de Krypton avec ses personnages, le père, les scientifiques, etc. On sait que le père annonce que le monde Krypton est voué à mourir, mais on n'en dévoile pas plus. Et je trouve que ça, c'est absolument fabuleux, parce qu'on laisse jouer l'imagination du spectateur. Contrairement à Man of Steel, où on montre tellement de choses qu'en fait on dévoile trop, un peu comme un magicien qui va dévoiler ses tours, et finalement la magie n'y est plus. Mais du coup sur Man of Steel, la musique de Krypton c'est la même que l'origine? Alors non, pas du tout. Non. Mince. Non, c'est pas. Mince. Pas du tout la même. Non. En revanche, le thème de Superman est repris dans des films. Alors oui, c'est quand même quasiment la même version. Enfin, elle est retravaillée, un petit peu différente, genre. Dans Man of Steel, bien entendu, parce que c'est un nouveau Superman avec une nouvelle production, un nouveau compositeur. Mais généralement, le thème signé par John Williams est tellement présent, il est tellement connu du public que de temps en temps on a une référence musicale justement à ce thème-là. Oui, absolument. Il est incontournable. Mais je suis d'accord. Alors c'était une époque, je vais poursuivre sur la musique, c'était une époque où jusque dans à la fin des années 80, nous avions des compositeurs qui signaient des scores où les thèmes étaient identifiables. On va rester sur John Williams, mais quand on écoute la musique de E.T., on sait que c'est E.T. La musique de Superman, la musique des Dents de la Mer, la musique de Star Wars, bien entendu. Oui, bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, les compositeurs semblent s'effacer au profit d'un thème qui se trouve être très sombre et atone. C'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement de thème qui identifie un personnage. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc la musique de film s'est un petit peu perdue dans ces considérations-là. Et c'est dommage qu'on n'ait plus vraiment de thème identifiable en fonction des personnages qui interviennent dans les films. Je suis d'accord, je le ressens pas non plus. Mais écoute, on va rester un petit peu entre guillemets sur les produits dérivés, parce que c'est la musique, donc c'est dérivé de l'œuvre, enfin c'est dans l'œuvre, mais ça peut s'acheter, donc on peut dire que c'est un produit dérivé puisqu'on peut acheter les bandes originales. Et ben là, on va parler des autres goodies. Il y en a plein. Alors j'imagine des jouets, des figurines, des Barbie, non? Je sais pas. Il existe tout ce Superman. Ah oui, parce que c'est quand même un des premiers super-héros. Pour pas dire le premier super-héros hyper connu. Entre autres des t-shirts, comme celui-ci, voilà. Voilà. Superman, des t-shirts, des statuettes, des cookies jars, des bagues, des ceintures, des blousons, des maquettes, en fait tout, des sacs à main, des sacs à dos. Tous les produits sur lesquels tu peux mettre un logo, tu le mets. Superman, c'est extraordinaire. Oui, donc là, il n'y a pas réellement un objet en particulier, ou si ce n'est d'avoir, par exemple, à taille réelle, le Superman dans son salon. C'est pas comme Star Wars où, par exemple, d'avoir l'étoile noire chez soi ou d'avoir un autre vaisseau. C'est pas pareil, effectivement, puisque là, on n'a pas vraiment de vaisseau. On n'a que Superman. Dans Superman, il n'y a pas de vaisseau, mais bon, on retrouve en produits dérivés, par exemple, la reproduction de la capsule qui l'emmène vers la Terre. Alors c'est des adaptations des comics, c'est la représentation des comics de l'époque, puisque au début c'est une sorte de fusée qui emmène Superman, Kal-El sur la Terre, alors que dans le film par exemple c'est une sorte de grosse étoile très stylisée grâce à John Barry qui était le chef décorateur de l'époque, et à bien d'autres. John Barry qui avait travaillé également sur Star Wars, et donc effectivement, mais on retrouve donc la capsule, on retrouve les parents en miniature de Kal-El, on trouve tout ce qu'on peut imaginer sur Superman adaptable en produits dérivés, on l'a. Ça existe. Ouais. Et du coup, par rapport à Superman, mais pas aux États-Unis, pas dans le monde, mais chez nous, en France, c'est quoi l'impact ? L'impact est aussi grand que dans le reste du monde en France, pour la bonne et simple raison que Superman véhicule des valeurs internationales, des valeurs de bonté, des valeurs de fraternité, des valeurs d'entraide. Superman n'a pas de frontières.
Superman, c'est l'être qui appartient à tout le monde. Parce que Superman n'a pas de barrière. C'est un peu un petit miracle qui vient nous sauver. Superman est là pour sauver en fait les Terriens. Il est là pour sauver le monde des humains, des catastrophes, d'attaques d'extraterrestres, etc., etc. Donc Superman ne véhicule pas d'idées politiques, bien que dans le leitmotiv de l'époque, c'était de American Way of Life, c'est-à-dire le mode de vie américain, qui n'est certainement pas partagé par de nombreux autres pays en tout cas, mais n'empêche que derrière cette bannière étoilée, parce que en fait les couleurs de Superman c'est la bannière étoilée, voilà. Mais il n'a pas vraiment de valeur politique. Superman intervient partout dans le monde pour sauver la veuve et l'orphelin, et c'est ça qui est extraordinaire. Ce n'est pas un Batman par exemple qui est une vigilante masquée, ou en tout cas il est devenu comme ça, où il a quelques partis pris, Batman. Là pour le coup Superman lui n'a pas de frontières, il intervient partout et tout le monde peut le réclamer. En fait Superman c'est un messie. Il aurait pu s'appeler Jésus. Mais c'est ça en fait, c'est en fait à la base il y a des valeurs messianiques dans Superman. Superman c'est le côté justement Messie, c'est Jésus, puisque ces deux créateurs, Joe Shuster ainsi que Jerry Siegel qui était le scénariste, avaient créé leur Superman. C'était deux juifs, et je suppose que derrière cette religion là, ils ont intégré leurs propres valeurs et qu'ils ont donné à Superman ce côté messianique. On l'a jamais vu encore ouvrir la mer en deux, mais qui sait. Mais qui sait. Pourquoi pas, il serait capable, bien entendu. C'est fort possible. En tout cas, c'est intéressant ce que tu me parles là sur les origines en fait de la création de Superman. On pourrait peut-être en parler un petit peu, puisqu'en fait à la base on parle des films et tout, mais c'est un comics. Les créateurs, comment c'est né, parle-nous un petit peu de ces débuts-là, qu'on ne connaît pas trop, puisqu'on n'en a pas parlé là. Alors, Superman, date officielle, c'est 1938. Ça date, hein. Et il a 80 balais quand même, Superman, il ne les fait pas. Mais le personnage avait été créé bien avant, au début des années 30, en 1933, à une époque où il y avait encore des réminiscences de la crise de 29. 33, c'est également la sortie du King Kong, du premier King Kong. Et donc voilà, il faut se replacer dans ce cadre-là. Et c'était la mode aussi des pulps, ces magazines, ces livres bon marché que l'on pouvait trouver dans les coins, dans les gares, etc., etc. Donc, et les deux créateurs-là avaient, en tout cas dans le cas de Jerry Siegel, avaient créé un être doté de super pouvoirs. Et Superman a été créé à une époque où il y avait d'autres, entre guillemets, super-héros, ou en tout cas d'autres personnages dotés de capacités. Et c'était l'époque de Doc Savage, par exemple, la création de Buck Rogers, des personnages qui fleurissaient comme ça, qui ont eu du succès par la suite, puisque Buck Rogers a été adapté en série télé durant les années 70, un grand succès aussi de la télévision. Et donc Superman est arrivé avec ses bases même de professeur fou, d'extraterrestre, d'être doté de super pouvoirs, de drogue que l'on prenait pour accroître des capacités, etc., etc. Donc ils avaient créé un personnage. Il a été maintes fois modifié, Superman, parce qu'ils ont les deux créateurs, Siegel et Shuster, ont tenté de vendre leur personnage, mais ça n'a pas pris. Et un jour, ils ont abordé le National Comics, qui est devenu DC Comics par la suite. Et dès le premier numéro en fait de Superman, qui portait réellement le nom de Superman, le premier comic ça s'appelait Superman, a eu énormément de succès. Et la franchise était lancée, puisqu'après nous avons eu justement une adaptation sous forme de serial. D'abord à la radio, il y avait un feuilleton radiophonique de Superman. Ensuite c'est devenu un dessin animé, une série animée.
Et l'anecdote, c'est que en fait, la série animée a été créée par la famille Fletcher, et le fils s'est retrouvé dans les années 50 à réaliser le film 20 minutes sous les mers, par exemple, de Disney. Voilà, donc c'est la famille Fletcher qui a réalisé une magnifique série animée de Superman. Et puis après, ensuite, il y a eu des céréales. Avec les céréales, alors les céréales, c'était pas pour la télévision, c'était pour le cinéma. Les céréales, c'était une série en épisodes qui passait au cinéma avant le film, voilà. Et puis après, ensuite, il y a eu la première série adaptée. Enfin, comment dire, le premier feuilleton série télé durant en 48, je crois, ou en tout cas au début des années 50. Donc Superman, c'est déjà une vieille affaire d'adaptation, hein, déjà. Il y avait un potentiel indéniable pour le personnage, pour le super-héros. Et c'est pour ça que depuis, il n'a pas quitté en fait l'écran. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il existe depuis très longtemps, il a été sur de nombreux supports, on va dire, déjà. Et donc là, voilà, le retrouver au cinéma et avoir donc toute une carrière même au cinéma, Superman a une carrière au cinéma, on peut le dire. Je me souviens d'une anecdote, c'est que dans le premier film, le premier Superman, lorsque on voit la vie de Clark Kent quand il est encore adolescent, et il traverse la voie ferrée où il fait la course avec un train, et dans le train, on retrouve des comédiens. Et les deux comédiens qui se trouvent être dans le compartiment sont joués par Kirk Alyn, et j'ai oublié le nom de la fille qui faisait Lois Lane, mais Kirk Alyn, c'est le comédien qui a incarné Superman dans la série télé. Voilà. Et la petite fille qui se trouve dans le compartiment aussi, hein, avec ses parents, c'est Lois Lane jeune. D'accord. On fait déjà référence à Lois Lane qu'on découvrira un petit peu plus tard dans l'histoire. Superman, c'est aussi des adaptations en série télé. Regardons quelques extraits des toutes premières datant de 1948 jusqu'à aujourd'hui. The location is here. Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers. Where are you hiding Jennifer? It's for me to know and for you to find out. That won't be. I object. Superboy! That's close enough, Superboy. He's got the gun! Is that the train? I am Kal-El of Krypton. It is time to fulfill my destiny. Clark Kent is dead. I mean, that was terrible, but it was awesome. We've never saved anything together. I know. I've dreamt of this moment. The two of us teaming up. Me too. I usually say hi. Me too. Way to go, Supergirl. That's Superman. I used to change his diapers. No way. I'm not exactly sure. You have to tell them that. No, I think I really do. Okay. Je suis en train de penser que du coup, en parlant de tout ça, de Lois Lane en l'occurrence, on n'a pas trop abordé le thème des séries télé qui ont été diffusées à la télé, donc on va dire il y a quelques années. Je pense aux années 90 en l'occurrence, avec justement les aventures de Clark Kent et Lois Lane, ou de Superman et Lois Lane, je me souviens plus du nom exact. Et il y a eu Smallville, c'est vraiment très
deux très grosses. C'était Lois and Clark, effectivement. Alors dans les années 90, pardon, il y a eu beaucoup d'adaptations de Superman, ou en tout cas de Superboy, parce qu'il a eu la série Superboy, il y a eu Lois et Clark. Alors là, d'un côté, on s'intéressait à Superboy de façon, comment dire, quand il est à Smallville. Smallville qui est sa ville d'enfance, puisqu'il devient, avant d'être Superman, il devient Superboy, mais bon, c'est un personnage qui a été créé, entre guillemets, une frange de sa vie qui a été créée plus tardivement, qui est apparu d'abord en comics, et puis qu'on a adapté sous forme d'une série télé. Et Lois et Clark, c'est la vie sentimentale de Clark Kent, puisque là ils sont tous les deux, ils s'aiment, mais elle ne connaît pas encore son secret, elle va le découvrir, etc. etc. Enlève tes lunettes pour voir si... Oui, si je Ah non. Ah non. Je vais être obligé de m'envoler. Ok, t'as raison, excuse-moi. Soit on termine l'interview là maintenant, soit je m'envole. C'est pour être sûr que j'étais capable de te reconnaître ou pas, c'était pour ça, mais je te fais confiance. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Non mais... Oui, donc Lois et Clark. Voilà, Lois et Clark, qui est le prétexte à faire une comédie romantique. Voilà. Romantique, où Dean Cain jouait quand même interpréter un Superman assez... Moi j'aimais beaucoup, beaucoup. Un petit peu typé asiatique, je trouve. Mais c'était très bien. Mais je connais tes goûts pour le monde des mangas et mangas. C'est simplement un constat. Je trouvais qu'il avait un côté un petit. C'est lui qui m'a influencé vers cet univers, genre. Il était pas mal. Il avait beaucoup d'humour et il était quand même pas mal. Ouais. Il avait beaucoup de charisme, je trouve. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Smallville? Quel est ton avis, puisque c'est quand même une série plutôt qui part sur les origines. Enfin, comment dire, c'est pas vraiment les origines, mais c'est plus les débuts. Voilà, ses premiers vrais débuts. Je trouve. Enfin, tu donnes-moi ton avis, je te donnerai le mien après. Alors c'est d'un point de vue personnel, bien entendu, comme depuis tout à l'heure, donc je m'en excuse auprès de certains téléspectateurs et internautes. La série avait le mérite de mettre un Clark Kent jeune et de voir comment il maîtrise, comment il essaie de maîtriser ses super pouvoirs. Alors, la série a eu du mal de se mettre en place parce que je me souviens bien qu'à un moment donné, il est aux prises avec des professeurs fous, des trucs un peu étranges. Bon, j'étais pas trop d'accord, mais bon, pourquoi pas. Et je trouve que la série après c'est un petit peu embourbé, même beaucoup embourbé dans ses considérations sentimentales où c'est un je t'aime moi non plus quoi. Et il arrêtait pas de faire des allers-retours dans sa piole où à chaque fois la fille sa future qui n'était plus sa future qui devenait son ex etc allait le retrouver dans son dans sa chambre perdue bon voilà, j'ai trouvé que ça... Tu dis qu'ils l'ont fait pour les adolescents? Oui, c'était fait pour les adolescents et malheureusement les producteurs se sont un petit peu perdus dans des considérations, mais il fallait aussi rallonger la sauce, ouais. Et il fallait occuper, il fallait produire. Ouais. Et ça se sent malheureusement au niveau de la production, au niveau du scénario quoi. Moi j'ai vite lâché. Ouais. C'était plus du tout pour moi un Superboy, c'était plus du tout le Superman que j'affectionne. Bah, quelque part je partage un petit peu ton avis on va dire. Moi ce qui m'a le plus gêné c'est ces trucs insensés au niveau du scénario. Pour moi il y avait trop de choses qui ne collaient pas du coup avec les autres séries que j'avais pu voir, que ce soit la série Lois et Clark ou même les films que j'avais vus moi aussi quand j'étais petite. Et je me dis non, là c'est pas cohérent. Et du coup j'ai vite lâché, mais plus au niveau des incohérences du scénario, puisqu'en fait on réécrivait l'histoire de Superman. Et en fait ça m'a juste pas plu, pas plus que ça en tout cas. Mais après je connais des gens, ils adorent la série, voilà. Mais... Elle a un potentiel, c'est indéniable, bien entendu. Mais tu as dit quelque chose de vrai, on réinvente, on réécrit l'histoire de Superman.
En fait, pour qu'une... Genre, il a été pote avec Lex Luthor quand il était jeune, quoi. Alors Lex Luthor était quand même assez crédible. Le problème c'est que il jouait sur plusieurs tableaux. On ne savait pas si c'était il était vraiment très très méchant. C'est peut-être ça aussi un bon scénario. Hein, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on ne savait pas s'il est vraiment très 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 méchant ou s'il a le fond gentil, qu'il faisait le méchant, etc. Bon, on était entre deux. Moi, ça m'a un peu perdu. Ça m'a désintéressé. Mais tu as dit quelque chose de vrai. C'est que on réinvente les personnages et le fait de réinventer, on trouve en fait un regain d'intérêt. Et pour qu'une œuvre perdure, il faut savoir aussi se l'approprier. Il faut savoir réinventer les personnages. Or, on peut ne pas être d'accord avec tel auteur, tel scénario ou tel scénariste, etc., etc. Mais n'empêche que pour qu'une œuvre perdure et qu'elle perdure autant, le secret, c'est de réadapter. Un peu comme des chansons, par exemple, des vieilles chansons qui soudain sont réinterprétées, réappropriées par des artistes. Ouais, mais ça reste les mêmes chansons au final. Là, je trouvais qu'on réécrivait trop. Oui, mais on donne un coup de neuf, on remet sur le devant de la scène une œuvre qui aurait tendance à se couvrir de poussière. Et le fait justement de dépoussiérer une œuvre permet de la remettre au goût du jour, avec plus ou moins de bonheur en fonction des talents de chacun, mais ça permet effectivement de continuer sur quelque chose de nouveau et d'intéresser le public. Nouveau public potentiellement, hein, puisque c'était plutôt pour les jeunes que pour les gens qui connaissaient l'œuvre. Oui, alors c'est ça, c'est un nouveau public. Et si parmi ces personnes-là, ce nouveau public, il y en a qui veulent découvrir qui était le Superman d'origine, ils peuvent remonter aux sources. Et c'est comme ça qu'en fait que l'on se transmet les choses. Parce que si on se contente de figer, ou en tout cas si on interdit de réinterpréter quelque chose, attention, il y a des réinterprétations heureuses et malheureuses là-dedans, mais n'empêche que cet élan artistique permet au public de s'emparer de ce phénomène-là et de remonter aux sources. Je vais prendre un exemple flagrant, c'est Tintin par exemple. Tintin, à la mort d'Hergé, Hergé a dit « Tintin meurt avec moi ». Et les ayants droit, aujourd'hui, n'ont pas d'autre possibilité que de faire des livres, ou en tout cas d'autoriser des livres qui ne parlent que de Tintin dans les œuvres d'Hergé. On ne peut pas faire des adaptations de Tintin, de la vie de Tintin, sans être interdit et d'être poursuivi en justice. Ce qui est dommage, parce qu'en fait l'œuvre de Tintin soudain se retrouve figée, elle ne vit plus. On se retrouve avec les albums qui sont vieillots, qui vont bientôt avoir 90 ans. Alors que là, à chaque fois, le super-héros comme un autre personnage sont réadaptés, réinventés, avec plus ou moins de bonheur, mais sont réinventés. Et après ensuite à chacun de se faire une idée et de remonter aux origines et de essayer de retrouver le Superman d'origine, comment il a été créé, et de voir comment il a pu évoluer. Là, je pense que pour ça, en tout cas, il y a quand même deux écoles, parce qu'il y a vraiment le clan des puristes. Bon, je fais un petit peu partie, je dois l'avouer, je suis désolée. Où c'est vrai qu'il y a ces gens qui, un peu comme moi, n'aiment pas trop qu'on aille retoucher des choses qui, à notre goût, nous semblent déjà parfaites, telles qu'elles étaient. Mais je peux également comprendre ton point de vue qui fait sens, hein, clairement qui fait sens, sur le fait que, non mais enfin voilà les gars, quoi, la vie continue, il faut aller de l'avant, il faut penser à l'avenir et tout, et ce qui est logique aussi. Donc voilà, il y a deux écoles et je pense que de toute façon, il y a des décisions qui sont prises sans l'accord des fans. Donc de toute façon, les choses se font et après, ou les fans acceptent ou les fans n'acceptent pas. Et puis c'est comme ça, tout simplement. Absolument. Après, c'est pas parce qu'on réinvente qu'on peut galvauder un personnage ou en tout cas le trahir. On va rajouter des éléments qui sont en fonction de du monde dans lequel on vit. Par exemple, Man of Steel est intéressant sur plusieurs points. Alors bon, j'ai critiqué le fait qu'il y ait une scène de baston interminable où la ville de Metropolis est complètement détruite et que ça va trop loin dans les effets spéciaux.
Mais d'un autre côté, par exemple, d'avoir inscrit dans le code génétique qui est Superman, d'où il vient, et que en fait cela peut se retourner contre lui puisqu'il se retrouve confronté au général Zod, qui est un personnage issu de son monde, je trouve très intéressant d'un point de vue scénario. Là, pour le coup, ça devient vachement crédible. Comme par exemple de lui faire mettre Superman, il y a une évolution, ça on peut en parler aussi, hein, l'évolution du costume du Superman. C'est toujours le costume bleu et rouge, mais on voit qu'on est loin du collant porté par Christopher Reeve. Une belle évolution à ce niveau-là, c'est bien. On voit quand même qu'il y a une technologie dans le costume, dans l'accoutrement, entre guillemets, et que ça sert le personnage. Ce n'est plus le Gus en collant, mais soudain ça devient le super-héros crédible, qui a de super capacités, mais en plus il a une super technologie derrière lui. En plus il est badass au niveau des fringues. C'est pas mal. Alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller visiter l'exposition qu'il y a eu au musée de la mode là sur la DC Comics, où on voit les costumes originaux portés par Superman, Batman et d'autres, hein. On voit nettement cette évolution au niveau des matières utilisées par les costumiers, et on voit le progrès fait en matière de technologie au niveau de la fabrication, puisque maintenant les matières sont imprimées directement par ordinateur et découpées par ordinateur, et on voit quand même la qualité fantastique des réalisations, et je trouve que justement là on réinvente enfin on réinvente, mais de belle façon, le personnage. Bah là ça me gêne pas, tu vois, là je trouve que c'est bien cette réinvention là. Voilà, un point commun là-dessus. C'est très bien. Bah écoute, en tout cas Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à ces nombreuses questions sur le thème de Superman. Bien évidemment, l'homme d'acier n'a pas échappé à sa version animée. Superman rencontrera le monde de la publicité en faisant une pub pour une voiture Renault, entre autres choses. Ah, regardez! C'est un nouvel Renault! Super 100! Super 5, plus 5 que la 5. This Superman movie is brought to you by Canon, the world's leading camera manufacturer. Quick, it's happy! Canavision 8 camcorders. I thought you were Superman. Hey, I am! If it moves, shoot it with a cannon. Attendez. Qui êtes-vous? Un ami. Bientôt! Phase S 8 est maintenant terminée. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Superman pour ses 80 ans de comics et ses 40 ans d'aventure cinématographique, et dédions affectueusement cette émission à Christopher Reeve, qui nous a fait croire qu'un homme pouvait vraiment voler. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Je vous donne donc rendez-vous